la pyramide humaine, l'agilité au service du collaborateur pour donner du sens et surtout pour accélérer toute transformation. Cécile Dejoux, donc bonjour, vous êtes professeur des universités au CNAM et professeur affilié à l'ESCP. Vous êtes spécialiste de l'enseignement à distance. Vous avez notamment, je crois, conçu le premier MOOC en France il y a déjà quelques années. Alors le cirque est humain. Quand on échangeait pour préparer cette table ronde, on a quand même fait le constat que dans un monde qui est très digital et technologique, le rappel circassien avait un intérêt puisqu'il rappelait l'humain. L'entreprise est également humaine. Pourquoi est-ce qu'il faut être agile en matière d'engagement collaborateur dans tout programme de transformation ? Bonjour, merci pour l'invitation, merci de me donner la parole. Donc, je vais déjà réagir à ce qui a été dit, si vous permettez. Vous parlez d'agilité. Agilité, c'est un peu un mot magique. Aujourd'hui, tout le monde l'emploie, mais c'est un mot qu'il faut recontextualiser. Quand je vous entends, et en tant qu'enseignant-chercheur ayant créé un MOOC sur l'agilité qui s'appelle « Du manager au leader, devenir agile et collaboratif », et surtout dirigeant une chaire qui fait des travaux de recherche dans toutes les entreprises pour comprendre ce qu'agilité veut dire, je pense qu'il faut resituer ce mot par rapport à deux risques et une opportunité. Deux risques. Il ne faut pas mettre de l'agilité partout dans les entreprises. Celles qui le font très bien, en le mettant partout, ce sont des sociétés informatiques pour créer de nouveaux logiciels. Mais quand des sociétés industrielles mettent de l'agilité partout, elles désengagent les collaborateurs. Parce qu'en fait, l'agilité est efficace dans la transformation, dans l'innovation et dans, certainement, l'ouverture vers des écosystèmes pour remettre le client et l'usager au centre, mais elle n'est absolument pas efficace quand on veut prendre la mesure d'un moyen terme, quand on veut imaginer des scénarios prospectivistes. Là, il y a d'autres méthodes qui s'imposent. Donc le premier risque, en tant qu'entreprise, c'est de vouloir mettre de l'agilité partout. C'est contre-productif. Il faut savoir dans quel cadre c'est efficace. Le deuxième risque, c'est par rapport aux collaborateurs. On dit à nos collaborateurs, on va vous former aux méthodes agiles. Bien entendu, c'est très important quand ils sont dans un groupe agile, qu'ils aient les bons réflexes et qu'ils aient les bonnes méthodes de travail. Mais comment vous faites lorsqu'ils retournent dans leur bureau avec d'autres rôles qui vont être par exemple la casquette de l'expert, la casquette du mentor, la casquette peut-être d'un manager opérationnel et non plus d'un manager transformer avec les méthodes agiles? Comment vous faites pour lui redonner d'autres méthodes de travail qui sont absolument efficaces pour son nouveau rôle? Donc le deuxième risque, c'est de ne pas accompagner et de ne pas faire prendre conscience aux managers, aux collaborateurs qu'à chaque contexte, il y a des méthodes et qu'agilité ne doit pas être le mode opératoire quotidien. L'opportunité, elle est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, vous êtes tous des entreprises qui sont engagées dans la transformation numérique, mais c'est que le début d'une longue transformation qui va être encore plus rapide avec l'introduction de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien sûr, elle va changer les modèles économiques. Et on fait un MOOC qui s'appelle l'IA pour les managers et leurs équipes, avec plus de 60 interviews, 4 pays dans le monde, la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Voilà, pour pouvoir bien expliquer. L'intelligence artificielle, elle va changer les modèles économiques, elle va changer le rapport au travail, mais surtout, elle va changer les métiers. Et là, c'est très intéressant de repenser, de réutiliser l'agile pour pouvoir imaginer les référentiels, les cartographies avec les collaborateurs qui sont au cœur de leur métier, avec les méthodes agiles pour imaginer qu'est-ce que l'IA va faire à leur place, qu'est-ce qu'elle va faire avec eux. Elle va les remplacer sur certaines tâches, les assister sur d'autres et les augmenter, faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire sans IA, donc les augmenter sur certaines tâches. Donc l'agilité aujourd'hui, elle a un très beau devenir pour repenser les métiers donc, avec cette transformation liée à l'IA. Mais je reviens à la question. Comment faire pour que vos collaborateurs restent agiles? Et j'irai très vite. À mon avis, il faut le penser en slogan. Le je, le nous, les autres. Pour être agile, le je dois déjà avoir une réflexivité sur mes routines. Quelles sont les routines que je peux garder et les routines que je vais pouvoir changer pour devenir agile? Le je. Pourquoi ? Parce que le premier principe du manifeste agile, c'est people before process. En quoi est-ce que je ne vais pas utiliser des process et que je vais aller prendre mon téléphone, prendre un café et régler le problème? Le je. Le deuxième, c'est le nous. Le plus important dans les méthodes agiles maintenant, c'est d'apprendre avec vos collaborateurs à travailler en mode collaboratif. Notre Learning Lab Human Change au CNAM a montré que le gros problème aujourd'hui dans la transfo numérique et dans l'acculturation à l'IA, c'est qu'on dit tout le monde doit être collaboratif, mais qu'on n'apprend pas aux collaborateurs à la différence, être collaboratif et coopératif.
et donc à créer de l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quoi? C'est ce qui va nous servir ensemble à avoir des réponses à des problèmes complexes. Donc il faut que vous appreniez à vos collaborateurs à travailler ensemble en mode coopératif et à créer de l'intelligence collective, et c'est une méthode. Donc le nous, c'est les équiper sur comment je deviens coopératif et je crée de l'intelligence collective. Et ça s'apprend. Ça n'est absolument pas inné. Et les autres, eh bien, c'est le plus intéressant, enfin, de notre point de vue chercheur, d'enseignants chercheurs, c'est comment demain on va pouvoir travailler avec les machines, les systèmes d'IA, ensemble. Parce que les robots travailleront ensemble, mais comment nous, on pourra faire en sorte qu'on sera suffisamment à valeur ajoutée entre humains, parce qu'on saura travailler en collaboratif, et avec les robots, parce qu'on aura compris que l'intelligence collective, c'est les humains et les robots, et donc l'IA. D'accord. Alors l'IA me fait penser aux compétences, la compétence me fait penser au Forum économique de Davos, où on avait beaucoup parlé en 2017, si mes souvenirs sont exacts, Vincent, de pénurie de compétences, donc d'économie de compétences. Vous en pensez quoi, vous? Tout à fait, c'est un sujet qui nous passionne, c'est un peu la raison d'être de notre société. Aujourd'hui, on demande aux PDG d'entreprises, 90% d'entre eux annoncent être sous une forme de disruption, l'une ou l'autre, digitale ou pas, dans leur métier, dans leur entreprise. Et quand on leur demande, pensez-vous avoir les compétences en interne pour réagir face à ce défi-là, 70% d'entre elles et d'entre eux vont dire non, on n'a pas ces compétences-là, voire 40% d'entre eux vont être très très inquiets par rapport aux compétences internes. Nous, on analyse qu'il y a un gouffre entre, d'une part, les ressources dites compétentes et les ressources ayant moins de niveau de compétences modernes. D'un côté, on va avoir une foultitude de postes ouverts pour des postes à très haut niveau de compétences, mais très très peu de candidats. De l'autre côté, on va avoir au contraire une foultitude de candidats, mais très très peu de postes ouverts de par l'automatisation, la robotisation et tout ce dont on vient de parler. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? J'en parle très souvent avec des DRH, des DSI. C'est d'une part, on doit recruter des gens avec des compétences très 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 pointues. Or, ces gens-là, il y en a très peu. Et mathématiquement, il n'y en a pas assez dans le marché pour le nombre de postes ouverts. Donc, c'est juste impossible de recruter intégralement les équipes digitales que vous pouvez chercher. On en discutait tout à l'heure. Vous m'expliquiez que parfois, vous faites des acquisitions pour répondre à ce problème-là. C'est l'une des solutions potentielles. Mais la vraie solution pérenne, on en parlait également, c'est de l'autre côté de développer, de faire de l'upskilling dans l'entreprise, les compétences nécessaires pour répondre à cet enjeu de l'économie des compétences. Pour faire cela, il faut créer vraiment une entreprise apprenante. Ça devient vraiment l'un des sujets. Il faut équiper vos équipes, vos collaborateurs des outils pour qu'ils puissent se développer en continu de façon permanente à travers toute le range de solutions de formation disponibles aujourd'hui, que ce soit en temps réel, que ce soit avec des expériences dans le travail, que ce soit avec du learning, que ce soit avec du présentiel, que ce soit en participant à des conférences comme celle-ci, pour s'assurer que vous ayez les compétences nécessaires, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais déjà celles que, même en mode agile, on n'arrivera pas à prédire. Il y aura des nouvelles compétences qui seront nécessaires. L'obsolescence des compétences est tellement en mode accéléré maintenant que c'est impossible de prévoir les compétences dont on aura besoin. Donc, il est juste essentiel d'avoir une entreprise apprenante aujourd'hui. Merci. Alors, Frédéric, il y a un sujet qui m'avait interpellé quand je pensais à Arkema, c'est qu'on parle souvent du X-Design côté client. Par contre, on a souvent tendance, le pendant du Customer Centricity, qui est le Staff Centricity, on a souvent tendance à oublier le collaborateur. Et en gros, d'un côté, on a des choses extrêmement modernes, très ergonomiques et très pratiques. Et puis, du côté collaborateur, on a des choses un peu plus old school, old style. Alors, je ne citerai aucun éditeur, évidemment, puisque nombre d'entre eux sont partenaires. Mais on pense à un certain nombre qui n'ont pas forcément pris totalement le virage digital. Vous faites quoi? Comment vous appliquez ça chez Arkema? Alors, ce qui est vrai, c'est que, en fait, quand on a des experts qui utilisent un système de façon régulière, en fait, ils s'habituent à tout. Ils s'habituent à des expériences utilisateurs qui sont des fois certainement très, très, très pensées. Mais quand on n'est pas expert, on se demande un petit peu pensé par qui, pour être très clair, mais qui convient aux experts. Et on est face à un vrai sujet aujourd'hui, c'est le travail de façon plus collaborative ou plus coopérative, qui fait que je vais avoir besoin de l'input de tel expert dans un processus qui n'est pas dans sa zone d'expertise. Et tout le monde ne peut pas apprendre, tout le monde ne peut pas passer des jours à comprendre la façon dont le système d'information a été conçu pour répondre à cette expertise,
Parce que donc du coup, vous avez deux résultats. Soit vous avez des experts passionnés qui vont passer du temps à essayer de comprendre, mais vous avez une perte d'efficacité parce que vous utilisez des temps d'experts à se former à un système d'information où il a juste besoin, lui, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Soit vous allez avoir des experts qui vont dire « moi, je n'ai pas de temps à perdre, je réponds à peu près ce que je comprends », et en fait, vous allez avoir de la donnée qui est mauvaise, et donc l'ensemble du processus qui va être grippé. Donc c'est vraiment fondamental de repenser tout ça. Alors vous pouvez le faire, et ça se faisait dans le passé, c'est-à-dire quand vous commencez à faire des portails pour retransformer la prise de données avec des constructions d'interfaces. Pour tous ceux qui ont développé ça, vous savez, un, que ça coûte cher, que deux, il n'y a jamais ce qu'il faut, que trois, vous avez toujours le petit cas particulier qui fait que ça part en vrille. Et donc, en fait, vous avez des usines à gaz à la fin que vous ne savez plus maintenir. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur qui est partie prenante en fait, de l'ensemble de mon processus, quand est-ce que je le fais intervenir, et la facilité d'intervention. Et puis, il y a un autre sujet qui arrive, c'est qu'il y a des jeunes qui rentrent dans les organisations, hein, on va dire des plus jeunes, et puis même nous, à force d'utiliser des choses qui sont faciles à utiliser, 4 clics pour valider le truc, c'est plus possible. Donc il y a un vrai besoin de repenser tout ça, de faciliter, de fluidifier l'ensemble des processus. Ce n'est pas tellement un gain d'efficacité au sens strict, c'est vraiment un gain en termes de qualité et d'être sûr que je vais avoir l'intervention du bon niveau d'expertise qui ne va pas, ça ne va pas s'arrêter parce que la couche à prendre, la manière dont je dois transmettre cette information-là est trop lourde. D'accord. Alors, donc, un dernier thème moi, que je trouve important, c'est qu'on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup donc le jeu, le nous, les autres, le problème de pénurie de compétences. Il y a surtout la peur de changer. Et donc, à côté de la peur de changer, je lis la notion de droit à l'erreur. Donc, en quoi est-ce que vous, côté BNP Paribas, vous appliquez avec bienveillance ce droit à l'erreur, puisque l'agilité implique le changement, la transformation, et se transformer, c'est pas évident. On n'a pas forcément envie de se transformer. On a d'ailleurs rarement envie de le faire. Oui, puis on a peur. Ouais. On a peur. Qui plus est, dans la banque, on est dans des structures qui sont averses au risque, puisque structurellement, dans notre ADN, on a quand même ça. Donc il y a un vrai travail d'acculturation pour accepter ce droit à l'erreur, faire en sorte qu'on retrouve finalement cette part d'humanité. On a l'impression, dans ce qu'on exige des uns et des autres, que la perfection soit toujours au rendez-vous. Mais finalement, ce qu'on voit chez les clients, c'est qu'ils acceptent parfaitement qu'on se trompe, qu'on rate, voire ça nous rend plutôt sympathique, un peu comme, je reprends l'analogie puisque c'est le thème de la journée, mais un peu comme un jongleur qui ferait tomber une quille ou un funambule qui à un moment serait sur le point de chuter, mais il recommence, et quand il y arrive, c'est justement l'effort récompensé, l'exploit vient du fait que c'est pas facile, parce que ce serait facile, on n'aurait pas de mérite, et il n'y aurait pas derrière la satisfaction de celui qui le fait et les applaudissements de celui qui regarde en face. Donc je crois que ce droit à l'erreur, on l'a reconquis ces dernières années. Aujourd'hui, une entreprise qui reconnaît son erreur, qui le dit de façon transparente, qui dédommage un client et qui est capable de réparer quand elle le peut, c'est aussi une entreprise qui se met au niveau du collaborateur. Du client. On parle souvent de cette histoire avec le digital et les réseaux sociaux, que les clients sont au même niveau que les entreprises, mais c'est vrai aussi dans l'échec. Le client peut se tromper et demander à ce qu'on répare. J'ai réservé, j'ai commandé je sais pas quoi, j'ai fait un placement, je me suis trompé, j'avais pas compris, je veux que vous corrigiez le tir. À l'inverse, l'entreprise a aussi ce droit à l'erreur, et dans l'agilité, il y a effectivement cette reconnaissance d'une humanité en chacun pour faire en sorte qu'on travaille ensemble, à faire en sorte d'y arriver correctement, mais en tout cas, on doit l'inclure impérativement, et ça fait partie de l'agilisation de l'entreprise. D'accord. En 2 minutes, Vincent, en quoi l'agilité permet d'accompagner la transition interne? Donc, d'abord, il faut savoir que le premier frein à la transformation digitale, c'est la culture d'entreprise. Ouais. Et donc, amener une agilité dans cette culture d'entreprise peut tout changer.
L'un des grands obstacles, c'est qu'on s'attend à avoir des collaborateurs qui vont être au service du client, qui vont se dépasser, qui vont être agiles, flexibles, modernes. Or, si on n'a pas une symétrie des attentions et si on n'offre pas la même expérience aux collaborateurs en interne et le même niveau de service, pourquoi je me, entre guillemets, dépasserais pour mon entreprise si celle-ci ne se dépasse pas pour moi, devient une question qu'on entend de plus en plus de la part des collaborateurs, surtout les générations Y. Et donc, si on veut avoir cette symétrie et la mettre en place, il faut que l'entreprise investisse dans l'engagement des collaborateurs. Et l'une des façons de le faire, c'est cette notion d'empowerment, qui est responsabiliser le collaborateur, tout en lui donnant les moyens. C'est un mot anglo-saxon qui contient pas mal de contenu. Donc, si on veut responsabiliser le collaborateur, il faut vraiment investir pour lui donner tous les moyens. On vous invite d'ailleurs, ceux qui le souhaiteraient, à échanger avec nos équipes. On est au stand 3 sur l'engagement des collaborateurs sur ce sujet-là. D'accord.